Bonjour, ceci est une petite introduction aux classes PHP et d'autres fonctionnalités au gré de mes envies. On va commencer donc par écrire une petite classe assez simple qui va faire l'addition de ses propriétés. Alors, on commence par le mot classe, comme ceci, hop. Et ici, on doit donner le nom de la classe. Alors, il y a une convention qui dit que les classes commencent toujours par une majuscule, les noms de classe, donc on va l'appeler additionneur en français. Hop. Bon, alors là, il me dit qu'il y a une faute parce que lui, il parle anglais. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le squelette d'une classe vide. Maintenant, on veut pouvoir créer cette classe et lui mettre des valeurs. Donc pour ça, on va définir une fonction. Donc c'est comme une fonction PHP classique avec un nom particulier qui est construct. Donc on peut la voir ici, construct. Cette fonction est ce qu'on appelle le constructeur de la classe. Donc chaque fois qu'on va vouloir avoir une instance, donc c'est-à-dire une occurrence de la classe, on va appeler automatiquement cette fonction. Alors je reviendrai plus tard sur cette notion d'appel automatique. Donc ici on va lui dire, on veut, comme c'est un additionneur, on veut deux nombres A et B. Donc on va faire $A et $B, ce seront nos deux nombres. Évidemment, ici on a une fonction, on a A et B. Si on appelle cette fonction-là, elle fait rien, donc les valeurs servent à rien. Alors, il faut sauvegarder les valeurs quelque part pour pouvoir les traiter ou en tout cas les manipuler. Pour ça, on va utiliser un attribut 2 en l'occurrence ici pour stocker ces valeurs-là. Alors, on va déclarer les attributs. Donc, privé veut dire que on n'aura pas accès en pointant directement sur ces attributs et on devra passer par des méthodes de la classe. Alors, j'utilise le mot méthode puisque c'est un membre de la classe. Donc, la fonction construct est ici un membre de la classe additionneur. Donc, c'est une méthode de la classe. Alors, on va appeler ça $A et $B. Donc maintenant, nous avons deux attributs, l'attribut $A et $B, qui sont aussi des membres de la classe. Donc les membres, en fait, c'est tout ce que la classe possède. Comme nous avons des membres, nous avons des bras et des jambes, et d'autres membres. Donc tout ça fait partie de nous. Là, c'est pareil, on a le membre A, B et un membre qui est une fonction. Donc ici, on doit faire référence à la classe. Alors il y a un mot-clé spécifique qui fait référence à une instance de la classe, à l'objet, c'est $10. $10 pointe sur l'objet qui va être créé. On verra cette notion un peu plus tard. Ici, on va choisir le membre qui va bien, c'est possible un attribut, et on affecte la valeur. Donc ça, c'est comme si je prenais le paramètre $A de la fonction, et je le passe, je copie sa valeur dans l'attribut $A de la classe. On va faire la même chose avec B. Et voilà, maintenant grâce à ça, on a nos deux attributs qui ont été initialisés avec ce qui a été passé au constructeur. Donc il y a une méthode spéciale. Évidemment, cette classe n'est pas très utile, donc on va ajouter une méthode qui va permettre d'obtenir le résultat. Ah oui, je vais l'appeler réduire. Donc ici, on a une méthode qui s'appelle réduire et qui va réduire l'opération à un seul nombre. Donc ici, on va simplement retourner, donc c'est comme une fonction classique, A plus B. Donc voilà, ici on a notre petit additionneur qui peut additionner ce qui lui a été passé en paramètre. Alors, bon, si on exécute le fichier, il se passe rien, puisque là on a juste déclaré la classe, on a déclaré ses comportements et ses données, mais pas plus.
Donc pour utiliser cette classe-là, comme j'ai dit, il faut en créer une instance. Alors, pour une instance, on va faire, on va l'appeler additionneur, hein, égal, et on doit créer. Alors on en fait une nouvelle, en anglais new, et on va lui passer, voilà, donc new quoi, la new additionneur, donc la classe qu'on a nommée ici, et on avait parlé d'une méthode particulière, construct, qui en fait est ceci. Donc ici on a le nom de la classe suivi des paramètres à construct. Donc les paramètres sont ici. Et donc ici, si on fait CTRL P dans ATG, on a bien les paramètres qui s'affichent A et B. Donc jusque là, on a juste créé une instance de classe. Donc si on exécute, il se partira. Maintenant, on veut le résultat de l'addition. Pour ça, donc echo pour afficher, on va appeler la méthode sur la classe. Alors, comme vous avez vu, pour pointer sur un membre de l'instance, on fait $A. Alors ici, le new additionneur va nous retourner une instance. Et cette instance, on l'a mis dans une variable additionneur. Donc, grâce à cette nouvelle instance, on peut appeler la méthode réduire. Et on obtient bien 42 qui est la somme de 42. Vous voyez, là, il y a bien... Alors, si je fais ici... Voilà, là, on devrait obtenir 12. Pourquoi? Parce que, ben, on crée une nouvelle instance, on le met dans additionneur, puis on crée à nouveau une nouvelle instance, et puis on le met dans additionneur. Du coup, ben, additionneur pointe sur uniquement la dernière instance, et la première instance qui a été créée, le premier objet, disparaît. Alors, ça nous permet quoi? Ben, par exemple, on peut faire ceci. Donc ça, on crée un tableau vide. Je vais ajouter des petits S. Donc cette notation, c'est pour ajouter à la fin du tableau, mais juste des crochets, égal. Et maintenant, on va faire une petite boucle. Voilà, donc du coup, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plusieurs classes dans ce tableau-là. Donc, il y a deux instances, puis on fait une boucle, et sur chacune des instances, on appelle la méthode réduire. Donc on aura 42, puis 12. 42, puis 12. Voilà, donc là, on voit déjà un petit avantage des classes, c'est que ben, on peut préparer toutes nos classes en avance, enfin on peut créer toutes nos instances avec leurs paramètres particuliers, et puis d'un coup, tout appeler, donc ici, tout appeler et exécuter toutes les opérations par après. Donc là, on vient de séparer en fait la partie où on mettait les données de la partie où on effectuait le traitement. Alors, en fait, ceci est un peu déclaratif, et ceci est impératif. Voilà. Donc, jusque-là, c'est fantastique, mais pas gros intérêt. Et ben, en fait, j'ai fait ça exprès, parce qu'on peut créer une autre classe qui aura aussi la méthode réduire. On va l'appeler la classe multiplicateur. Et je suis assez fainéant, donc je vais faire un gros copier-coller de ma classe additionneur. J'ai une autre classe qui s'appelle multiplicateur. Et dans cette classe, je vais juste remplacer l'addition par une multiplication. Si maintenant je mets multiplicateur ici, je ne change pas le code qui a été fait en dessous. Donc on a toujours le même code avec additionneur partout. On peut voir que ben, la variable n'indique pas forcément ce qu'est la classe. Le nom de la variable peut être n'importe lequel. Je peux mettre ABC et ça fonctionnera. Donc ici on a 42 qui est bien 40 plus 2 et 35 qui est bien 5 fois 7. Donc ce qui s'est passé maintenant c'est que
Là, j'ai deux comportements différents, mais ça a toujours été déclaratif, c'est-à-dire qu'ici, là, je sais, voilà, ça c'est un additionneur, ça va additionner ça à un moment donné. Ça c'est un multiplicateur, ça va additionner ça et ça. Du coup, ces deux classes ont une méthode commune qui est réduire, et donc je peux traiter tous les comportements différents dans une boucle en appelant la méthode réduire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, ces deux classes partagent un trait commun qui est d'avoir une méthode réduire, ici, et cette méthode ne prend rien et retourne un entier. Donc, comme il y a un trait commun comme ça, en fait, ce trait commun, ce comportement commun, c'est une interface. Pourquoi? Parce que quand on accède de l'extérieur de la classe, donc comme ici on est à l'extérieur de la classe, hein, on n'est pas entre les accolades de la classe. Quand on est à l'extérieur de la classe, on a accès qu'aux méthodes qui sont dites publiques. Donc ici, il est mis public, ça veut dire que on peut faire instance de la flèche, de la classe, pardon, flèche à droite, la méthode. C'est bien ce qu'on fait là. Une instance de la classe, flèche à droite, la méthode. Quand on est dans ce cas-là, hein, quand on a des méthodes publiques qui sont partagées par plusieurs classes, on peut créer ce qu'on appelle une interface. Alors une interface, c'est donc comme une classe, mais elle est vide. Et on peut y mettre des méthodes. Donc ici, on va appeler cette classe opérateur. Donc c'est bien en effet le type commun à toutes ces classes-là. Et on va dire, ben, cette interface, elle a une fonction qui s'appelle réduire. Et vous voyez, ici on met pas de comportement, on dit juste, voilà, il y a une fonction réduire, pas de paramètres, et voilà, c'est du PHP, donc là on n'a pas encore mis de type de retour. Ah, mais bon, donc ce qui compte, c'est qu'on a dû réduire. Ensuite, c'est pas tout, on vient de créer une interface, c'est bien. Il faut dire maintenant, ben, ces classes, en fait, elles implémentent l'interface opérateur. Alors, ici, si j'exécute ça, il se passe rien. Pourquoi? Parce que, bah, on a juste déclaré que bah, les classes avaient des méthodes communes qui sont listées ici. Donc, réduire. Donc, on n'a pas ajouté de comportement, on a juste rendu la chose explicite et plus correcte techniquement. Donc maintenant, ici, à place de mettre opérateur, bah, on va faire appel à l'intelligence de l'IDE. On va appeler ça opérateur. Et évidemment, ça devient opérateur, sans S. Voilà. Ici, ça a plus de sens, donc on exécute toujours la même chose. Donc jusque là, c'est la base des classes, assez facile. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans un cas où on veut faire des opérations un peu plus complexes, ça peut nous aider. Alors, quelles sont-elles? Bah, imaginons que nous avons une expression complexe. Donc, l'expression complexe, on ne peut pas la faire avec ces classes-là, parce que elles acceptent que des entiers en paramètres et des choses comme ça. Donc, ce qu'on pourrait créer, c'est par exemple une classe node, ou, ouais, on va dire, on va créer une classe un peu plus avancée qui va prendre des... Donc en fait, on va modifier les classes qui existent pour prendre quelque chose d'un peu plus complexe en A et B. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que si les classes ici, si ceci sont des classes, et que ces classes implémentent opérateur, on appelle automatiquement la méthode réduire. Donc pour ça, on va faire if la méthode A implément instance of, oulala, opérateur, alors on va mettre
peut se faire. Voilà. Donc ici, on réduit $A. Donc si $A, donc ici en fait je prends l'attribut A, je le mets dans une variable locale A. Comme ça, il y a moins à taper ici. Je vais faire pareil avec B. Hop, on met du B partout. Voilà, et donc si dans ce cas-là, ce qu'on va faire, eh ben on a réduit A, on a réduit B, et on additionne A et B. Donc jusque là, c'est bien. Ça a l'air de faire ce qu'on veut faire. Alors, évidemment ici, on doit mettre les variables locales, sinon ça va bugger. Hein. Voilà. On va effectuer la même chose avec notre multiplication. Bon gros copier-coller sauvage. Et on met une multiplication. Donc maintenant, là, on a créé des opérateurs un peu plus intelligents. Donc si on regarde bien, si je relance ceci, rien ne va se passer, enfin on va garder les mêmes résultats. Par contre, je peux maintenant faire ici new. Donc là, je crée une nouvelle instance de quoi? De multiplicateur, par exemple. Et là, je vais faire 3 et 6. Voilà, donc on va obtenir 58. Et puis ici, on va garder... allez, on va ajouter, on va ajouter un additionneur. Et 4 et 3. Pour garder le même résultat, voilà. Donc si je lance ceci, maintenant on a 58, qui est bien 40 plus 3 fois 6, et 35, qui est 5 fois 4 plus 3. Vous voyez, là on commence déjà à avoir quelque chose d'un un peu plus complexe. Et on peut mixer les deux types de classes et tout ça. Parce qu'on a prévu, ben voilà, si la membre là, si l'attribut, cet attribut là, pardon, est une instance d'opérateur, on réduit. Et donc du coup, ben, on peut faire des choses hiérarchiques. Et alors ce qui est sympa aussi, c'est que ben, on a appelé réduire ici, et lui il va automatiquement réduire tous les niveaux qui sont inférieurs. Donc si on enlève cette ligne là, pour simplifier, on va revenir à quelque chose de plus simple. Voilà. Donc ici on a 58. Pareil ici je pourrais faire new additionneur 1 et c'est quoi 58 et 7. Voilà. Et on aura non c'était pas ça. C'était 2 à mon avis. Non, c'était on va mettre 2 et 4. Ah ben non, je ne pourrais pas arriver à la... J'arriverai pas à 48. Voilà, 46, donc on a 40 plus 3 fois 2. Donc ça fait 46. Donc ça, voilà, donc on peut créer des choses très complexes avec nos nouvelles classes. Bon, évidemment, on pourrait taper directement le produit, mais ça peut nous servir si par exemple on veut lire un fichier. Alors on pourrait créer toutes ces classes comme il faut et puis faire les additions. Exemple, si on a donc là si je fais ça, bon, ça va être compliqué. Donc on va pas faire le truc de fichier, mais voilà, ça nous permet donc d'avoir quelque chose de déclaratif. Bon après, c'est pas le plus folichon, mais maintenant, si je veux ajouter la soustraction, eh ben, je peux rajouter ma petite classe de soustraction et ça soustrairait. Ce qui veut dire aussi que grâce à ça, je peux préparer tout mon calcul et tout lancer d'un coup.
Donc ici, on prépare bien plein de petits calculs différents. Donc un additionneur, un multiplicateur qui est contenu dans un autre additionneur. Et puis à la fin, on dit voilà, vas-y, calcule-moi toute la ribambelle. Alors évidemment, ça peut être utilisé autrement. Par exemple, si je dois traiter des données, donc là je vais tout supprimer. Imaginons que j'ai un fichier Excel à traduire, ou CSV, ou une base de données. Mais je suis pas sûr de ce qui va rentrer. Là, ce que je vais faire, c'est classe, enfin une interface plutôt, et je vais faire input. C'est pas la meilleure des classes, enfin la meilleure des interfaces, mais c'est déjà voilà. Et donc là, on va faire une fonction next qui va me donner la ligne suivante, la ligne de données suivante. Et on va faire par exemple ici on va faire un additionneur, donc on va créer une fonction. Voilà, odd all qui prend un input et qui va nous retourner le résultat. Alors on va aussi faire un function, on va l'appeler valide. Voilà. Et donc ici on a voilà, est-ce que le courant il y a quelque chose, l'élément courant, et next passe au suivant. Donc ici on va faire while dollar input valide dollar input next, et on va ajouter une autre fonction qui est intéressante. Voilà. Et donc maintenant bah, on a la possibilité de itérer sur n'importe quoi. Et voilà. Donc par exemple ici je peux faire non, j'écris du caca. Donc current plus sum. Donc on va essayer d'être logique dans le bon sens. Donc ici, voilà, on fait notre petite somme et puis on return la somme. Alors maintenant, si je veux créer, imaginons j'ai un tableau, je veux utiliser ça pour parcourir le tableau. C'est un type d'input possible, hein, donc on va faire une classe, array input. Voilà, donc ça sous-entend qu'on va lui passer un tableau, donc public function, le constructeur qu'on a vu. Ici, on va lui dire ah, on veut un tableau. Je prends un petit raccourci de PHP Storm qui va me générer directement le fait qu'on met la variable locale dans le membre privé. Voilà. Et puis on va implémenter l'interface. Alors ici, il y a un autre raccourci que je vais utiliser. Donc là, interface input, c'est le nom. Donc ici, je vais mettre implements input. Là, il me met du rouge. Donc je fais hop, alt enter, et voilà. Il a créé des fonctions vides avec to do implement. Alors, ici j'ai un tableau, mais bon, j'ai un tableau, donc je dois garder où j'en suis et où je vais aller. Alors, ce qu'on va faire pour ça, c'est que je vais rajouter ici un membre privé. Donc $i c'est pour un index. Hein. Current va faire return $10 array $i, donc $10i. Hein. Voilà. Donc ça c'est, on retourne l'entrée sur laquelle on pointe. Valide c'est valide ici, ben, si $10 i est plus petite que $count,
enfin que count, désolé, de l'indice array. Voilà, donc si on dépasse pas les bornes, c'est bon. Et next, bah, tout ce qu'il fait, c'est incrémenter $10i plus. Ah, plus. Donc ça, c'est pour incrémenter. Hein, le 2 plus, c'est comme $i égale $i plus 1. Voilà, donc là, on a notre petite array input. Et donc, si on fait le test, echo, ok, peut-être que c'était pas le meilleur nom. Attendez, sum, add all. Quelle bonne mémoire, hein. Et là, on fait new array input. Et ici, on attend un tableau, donc petite notation de tableau. Voilà. Et donc, si on exécute, on a 15, hein, donc 5, encore 5 là, et encore 5 là. Donc, ça fait bien 15. Maintenant, si je veux changer le array input par un CSV input, je fais pareil. Je vais faire un classe CSV, ou même on va faire plutôt line input. On va faire un truc public function construct $lines. Mais alors ici, ouais, ici on est dans le cas où on va parser un fichier, donc on va faire un donc ça c'est c'est une façon d'éclater les lignes. On éclate sur \n. Bon, à mon avis, je peux faire un... Voilà, ce sera plus facile, enfin pas plus facile, mais mieux en termes de vitesse. Donc voilà. Donc là, j'ai mon délimitateur \n, ce qui veut dire saut de ligne. Là, j'ai les lignes. Ça met dans les lignes. Et puis alors, on a le même toin. Donc, je vais recopier tout le reste qui est là. Et on va abuser de PHP pour nous créer tout ce qu'il faut. Donc, add field. Donc, ça veut dire ajouter un champ ou un membre. Là, on a array. Ben non, c'est des lines. Ok, on corrige. Voilà. Là, on ajoute le field. Voilà. Là, c'est pas ça, c'est lines. Et voilà, donc là, on a plus ou moins la même chose qu'au-dessus, puisque c'est le même genre de comportement. Pas oublier de mettre ça à 0. Et donc, si on fait... Donc voilà, donc si on fait add all, et là on fait new line input, là on va enlever ce tableau qui sert pas, et on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là il va casser ça par les lignes, et on obtient une stack trace. Pourquoi? Parce que bah, j'ai oublié de mettre la implements input. C'est bête, mais voilà. Il doit savoir puisque dans la méthode, en fait, on a mis ici qu'on veut du input. Donc, la méthode va vérifier qu'on lui passe bien quelque chose qui a cette méthode ici. Petite sécurité qui sert pour éviter des bugs. Donc, on va relancer. Et on a encore des problèmes. Alors, pourquoi? Parce que si on clique là-dessus, on a current, ok, d'accord. Donc là, on a des problèmes de valeurs mal formées. Donc on va faire un petit fix. C'est de trimer tous ces trucs-là. Donc on va faire un array map.
Voilà, et ici on va lui passer trim. Voilà, donc oui, c'est particulier, mais si on passe une chaîne de caractères à PHP, il essaye d'appeler la méthode qui a le nom entre quotes. Donc ici c'est la méthode trim de PHP et qui enlève tous les caractères, donc les tabulations, les sauts de ligne, les retours à la ligne, les caractères nuls, et celui-là je ne sais plus, mais c'est probablement, c'est deux, non c'est un byte aussi, et c'est le belge peut-être, non, 12, 13, donc ouais, 10, 11, non 11 je sais pas c'est quoi, bref c'est un caractère 11, je sais pas trop c'est quoi en ASCII, alors on lance, et là on obtient 15, donc c'est juste un problème d'input qu'il fallait sanitiser. Bon, on peut voir aussi en passage qu'on peut être très conscient en PHP, puisque là j'ai quand même une boucle sur le tableau qui enlève tous ces caractères bizarres. Hein, donc voilà. Bon, donc voilà. Donc là maintenant on a déjà deux façons d'itérer sur un fichier. Si je devais aller dans une base de données, ben, je pourrais faire une classe qui serait database input et ma fonction addAll ne serait pas du tout changée. Donc on peut aussi imaginer un web service, on peut imaginer plein de choses. Donc voilà, c'est un gros avantage aussi des classes. Alors, comment ça se marche? Ben, ici on a un état interne qui est invisible à l'extérieur de la classe. Donc ici, en effet, à chaque fois que lui il appelle le next, ben, ça modifie l'intérieur de la classe, ça modifie l'état. Alors, il est impossible de savoir les variables privées quand on est ici. Donc c'est vraiment opaque et c'est très bien. Il faut que ce soit les classes doivent cacher leur état interne au maximum. Sinon, si les autres, si le code autour est au courant de la structure interne de la classe, bah la classe n'est pas très utile. Le but de la classe c'est bien de pouvoir contrôler les accès et surtout de les abstraire, c'est-à-dire que celui qui appelle n'a pas à s'inquiéter de comment la classe fonctionne réellement. Tout ce qu'il doit savoir, c'est le comportement, les entrées, les sorties, et c'est tout. C'est un peu comme on a un PC, ben on l'allume et ça tourne bien, voilà. Il y a un Windows, un Linux, un Mac, enfin un Mac OS, pardon. Donc voilà, et on s'en fout un peu de, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton dans Windows, sur le menu démarrer ou une chose comme ça. Ah, il y a le menu qui s'ouvre. Bah, après, il y a un serveur de desktop derrière, il y a un affichage, ça fait appel à la carte graphique, ça fait appel à plein de choses. Le CPU, bah, il communique avec la RAM, il communique avec, enfin, il a une horloge interne, il a une unité arithmétique et logique, bref, il y a plein de choses qui se passent, très compliquées, et dont on s'en fout. Parce que nous, on veut utiliser un PC, on veut pas faire un ingénieur système. Donc là, c'est pareil, on veut utiliser une classe et on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dedans. On veut juste savoir ce qui rentre, ce qui sort, et c'est tout. Très 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 utile. La preuve qu'on s'en fout, c'est la petite classe magique ici. La petite ligne magique, pardon, pas classe, mais la petite ligne magique ici, bah, on a quelque chose qui s'appelle un remap, on n'a pas le code source. Voilà, ça c'est le code source. Oups, grosse connerie. Grosse connerie. Voilà. Donc, j'ai fait une manipulation j'ai fait une manipulation un peu malheureuse parce que je suis habitué à des raccourcis et mon driver hijack ces raccourcis pour changer l'orientation d'écran. Donc, c'est un classique. Voilà. Nouvelle installation de Windows. Je suis repassé à Windows récemment. Alors, donc voilà. Donc ici, on a donc une fonctionnalité dont on ne connaît pas l'implémentation, mais qui fonctionne comme on veut, qui est documentée, très important. Non, très très important. Voilà, on a une documentation, applies the callback, blablabla. Donc voilà, on n'a pas besoin de plus que ça. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Les classes, c'est pareil. Les personnes ne doivent pas lire le contenu des classes. Donc ici, bah, on peut faire la même chose. Hein. Donc on dit hop, interface input provides is to iterate.
over string, donc ça en anglais, hein, of values. Donc voilà, une interface qui donne les moyens d'itérer enfin, tout au long d'un flux de valeurs, d'un flot de valeurs ou d'un flux de valeurs. Et donc ici, bon, on peut faire ça, iterate over array entries. Voilà, donc ça itère sur un tableau. Et ici, voilà. Donc voilà, donc ici on a notre petite explication et comme ça je peux faire hop, et alors on a line input et hop, on n'a pas la doc qui s'affiche. Très intéressant. Pourquoi? Je ne sais pas. À mon avis j'ai dû louper un truc. Hop. Alors revenons ici. Ah oui, donc il me donne en fait la documentation de construct et pas la documentation de la classe. Donc du coup on verra pas ça. Mais bon, voilà. Ouais, c'est un peu malheureux ça. Donc voilà, donc là on a vu que les classes permettaient donc d'abstraire un comportement, qu'une interface permettait de décrire les comportements communs des classes, et que les classes avaient aussi des instances. Alors pourquoi je fais la différence entre une classe et une instance? Parce que les classes ont elles-mêmes la possibilité d'avoir des membres. Pour ça, on va appeler ces membres statiques. Donc on peut faire statique, et puis alors v égale foo. Donc cette valeur foo est partagée par toutes les instances de array input, parce que cette valeur foo est attachée à la classe. Donc si on fait un test, je vais faire un public statique v et un public u égale foo. Donc u est attaché à l'instance de la classe, v est attaché à la classe elle-même. Donc nous allons voir un exemple tout simple. Donc je vais supprimer ça qu'on n'en a plus besoin. On va créer une première instance. Alors après c'était dans line, non, c'était dans RInput. On va créer une deuxième instance que je mets dans une autre variable. Voilà. Ici on va faire un écho de $a u et un écho de $b u. On va faire pareil, on va mettre des sauts de ligne parce que voilà, c'est plus clair l'affichage. Et on va faire pareil avec V. Ça, c'est pour... Alors ici, on a une petite erreur parce que V, est, comme on l'a dit, c'est un membre de la classe. Et donc, on doit utiliser une notation un peu plus particulière. Alors, ce que je fais est très dégueulasse. Parce que là, en fait, je vais chercher la classe qu'il y a dans $A. Et donc, ça ne devrait pas marcher. Parce que dans $A, on a, comment dire, on n'a rien, c'est pas une chaîne de caractères, et donc PHP ne peut pas trouver la classe liée. Et évidemment ça marche, parce que bon, PHP n'est pas tout le temps cohérent, mais la bonne façon de faire, ce serait d'utiliser arrayInput. Voilà. Donc directement la classe, et puis les deux points. Voilà. Alors, maintenant, ici il est évident que, comme j'ai mis la classe, si je change ce $v, celui-là va changer. Parce que, bah oui, on a mis la classe devant, donc là ça devient très clair. Donc, je vais revenir à un truc dégueulasse. Voilà, et je vais faire ceci. Et maintenant, on va faire $b, $v égale barre.
et on va juste sortir $A. Donc ici, j'ai l'air de changer le V de $B, et puis je fais écho du V de $A. Si j'exécute, on a un bar. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, V est lié à la classe, pas à l'instance. Donc, PHP, il voit $A, c'est un array input. Donc, je vais chercher le $V de array input, et je le change. Donc ici, pareil, dans $B, c'est un array input. Il prend la membre de la classe, $V, il met barre dedans. Et puis, quand on va récupérer pour $A, c'est pareil. $A est aussi un array input. Donc, du coup, il va chercher le $V de la classe array input. Et cette valeur-là, c'est égal à barre. Donc, voilà. Donc, quand il y a un statique comme ça, ici, public statique, c'est une variable qui est rattachée à la classe. Et toutes les instances partageront, du coup, cette valeur. Parce que c'est pas une valeur propre à l'instance, mais à la classe. Donc, bien faire attention, la classe c'est un peu le moule, et l'instance c'est ce qui sort du moule. Donc le $U là par contre, lui il est différent, il est propre à chaque instance, parce qu'il n'y a pas de statique. Voilà, c'est l'état interne en fait d'une instance de la classe arrayInput, une partie de l'état. Voilà. Et donc ça c'est tout ce qu'il faut savoir sur les classes. Bon, c'est déjà bien quoi. On n'a pas vu l'héritage, parce que l'héritage est un peu plus avancé et généralement très mal utilisé. Donc il faut se cantonner si possible aux classes avec des interfaces et utiliser les héritages pour ce qu'on appelle des ontologies. Alors une ontologie c'est quoi? C'est quand on a une arborescence d'objets qui sont définis. Par exemple, tous les chiens et les chats sont des animaux. Là, ça forme une ontologie. On a bien animaux qui pourraient être une classe parent et qui pourraient avoir des méthodes prédéfinies, des comportements prédéfinis de ce que peuvent faire des animaux. Donc voilà. Donc c'est différent de l'interface dans le sens que on aurait des comportements dedans prédéfinis. Voilà. Et comme je dis, c'est très mal utilisé, donc même des experts l'utilisent très très mal. Donc à éviter si possible et préférer ce qu'on appelle la composition. C'est un autre sujet. Voilà, merci d'avoir écouté et j'espère que ça sera utile.